Et bonjour, comment vous appelez-vous? Bonjour, je m'appelle Frédéric. Frédéric? Alors ici on est donc la Rumeur Libre, les éditions. Donc vous tenez ce stand, vous êtes venu aider, vous êtes... Alors moi je viens aider. Vous êtes dans l'édition? Qu'est-ce que vous faites? Ah non pas du tout, moi je suis plutôt dans l'animation et le baseball. Ah d'accord, ok. Vous pouvez m'appeler le responsable? Bien sûr. En attendant, je vais... Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors vous êtes le responsable des éditions Rumeur Libre? Oui, je suis le co-éditeur avec madame. D'accord. Dominique. Dominique, bonjour. Bonjour. Tous les deux. Voilà. Vous êtes un couple? Nous sommes un couple et nous avons créé la Rumeur Libre il y a 13 ans exactement. 13 ans. Voilà, donc ça fait 13 ans, septembre 2007. Hein, donc vous voyez. Et voilà, donc aujourd'hui, Alors, vous voyez, 200 titres. 200 titres là sur le stand? Voilà. 200 titres publiés en l'espace de 13 ans. De la poésie, des sciences humaines, du roman, de la littérature, une revue, de la psychanalyse. D'accord. Alors vous venez d'où? Alors nous sommes originaires de Lyon et la maison d'édition est à la campagne, près de Lyon, dans un charmant village, Sainte-Colombe-sur-Gand, 450 habitants. Ah oui. Voilà, avec 11 fermes, donc, et la maison d'édition est installée dans une ancienne usine textile qui a fermé donc, dans les années 2000, et donc la maison est installée dans 500 mètres carrés de cette ancienne usine avec des toits en dents de scie, voilà. C'est chouette pour le village. Alors là aussi c'est donc... Voilà, c'est la suite donc des titres. Alors pourquoi avoir donné ce nom? Pourquoi choisir... La Rumeur Libre, c'est le titre d'un auteur, d'un poème, d'un auteur qui est d'ici. Vous voyez, ça ce sont les œuvres poétiques de Patrick Lopin et ça reprend 4 livres qu'il a publiés dans sa vie. Et l'un de ces livres s'intitule La Rumeur Libre. Il se trouve que je l'ai traduit en italien il y a quelques années. Quand nous avons créé la maison d'édition 2 ans après, j'ai demandé à l'auteur l'autorisation de pouvoir donner donc, le titre de son livre donc, à la maison d'édition. Alors cette maison d'édition a été créée au départ en fait pour sauver des livres. Vous étiez du métier quand même, vous étiez déjà dans les éditions. On connaissait beaucoup d'auteurs, on était grands lecteurs, mais nous n'avions jamais fait d'édition. D'accord. Ce n'était pas prévu en fait. Donc c'est l'amour des livres qui... Je pense que chaque éditeur, les éditeurs ils aiment les livres quoi. Je veux dire, on aimait les livres, oui. On n'était pas du tout destinés à faire des livres parce que nous avions, avec Dominique, depuis 40 ans, on fréquente donc ce milieu littéraire, d'auteurs. Et on a toujours pensé qu'en fait, en commun, on a toujours pensé qu'en fait, c'était les autres qui allaient publier. Vous n'aviez jamais pensé que vous feriez cela? Jamais. Et Dominique, vous alors, vous étiez dans quelle profession? Moi j'ai été enseignante. Enseignante? Mais pas du tout en littérature, ah en bon? histoire, géographie. Ah oui, en effet, donc c'est... Voilà. Mais bon, déjà... Mais après, voilà. il y a de toute façon quelque chose qui est en commun entre mon mari et moi, c'est effectivement l'amour du livre. Et arriver à un moment donné notre expérience, effectivement, c'est ça qui a pris le devant, le dessus, quoi. Et le choix s'est dirigé vers une édition de littérature, poésie, écriture de création. D'accord. Et alors, vous avez créé cette maison d'édition pour sauver des livres, c'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que nous avons un ami, entre autres, un grand ami, qui a publié 500 livres dans sa vie,
et puis qui à un moment donné a fait faillite. C'est une faillite économique. Alors lui n'avait C'est à fait quel est que du il y, livre. a, il y a 13 ans, alors il y a 14 ans, il y a Alors combien de temps? c'est au milieu de... Donc c'était à la fin des années 90. D'accord. Et il a fait faillite. Il a essayé de remonter une deuxième maison d'édition. Et puis il est tombé malade. Et il est Pas eu décédé. de chance là. Et en fait, avec Dominique, nous avions connu tous les auteurs qui avaient publié, en tout cas un très grand nombre. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas laisser passer parce que lorsqu'un livre ne circule pas, lorsqu'un livre n'est pas présent comme ça, on ne peut pas le montrer. Les livres, ce n'est pas Personne ne sait. c'est pas parce qu'ils sont dans une bibliothèque que l'auteur existe. L'auteur n'existe qu'à partir Et du oui, moment où que les livres quand sont vous les exposez, comme là, ici, c'est ça on voit qui donne, vivre. c'est ça qui fait qu'un auteur vit. Et du coup, avec Dominique, on s'est dit, vous voyez, c'était vraiment Henri vient de décéder, donc du coup, on va reprendre en fait un certain nombre d'auteurs et on a commencé par rééditer les livres qu'il avait faits de manière à pouvoir assurer. Et on s'est dit une transition. Et à un moment donné, il y aura bien quelqu'un qui va les reprendre. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est Oui, comme ça chouette. que. Alors, quand il dit on a eu l'idée avec Dominique, qui a eu l'idée? Qui a eu l'idée de Alors, premier l'idée alors? du livre, c'est moi. Mais il y a eu un cheminement. Ma Ouais. première idée du livre, c'était d'être libraire et libraire de livres pour enfants. Ah oui. Voilà. Et puis, l'analyse de la réalité a fait que finalement, on est arrivé à la notion d'édition et il y avait un domaine dans lequel on se défendait un petit peu mieux. On savait qui, quoi éditer. C'était ce domaine-là. Donc on est parti dans ce qu'on avait l'impression qu'on pouvait faire. Que vous savoir connaissiez, faire. voilà. Parce que c'est pas évident, on se dit pas éditeur comme ça. Quelles sont les qualités précieuses d'un éditeur? Parce que, est-ce que vous vous entourez d'autres personnes pour lire les ouvrages qu'on vous envoie, les essais, je ne sais pas comment ça s'appelle? Alors oui, il y a une ligne éditoriale. Alors la ligne éditoriale, il y a celle qui est théorique, celle qu'on a dans la tête. On se dit, tiens, je m'intéresse à la poésie, au roman, voilà, au beau livre. Bon, il y a une ligne comme ça. Et puis, une fois qu'on commence à publier, en fait, on s'aperçoit que tel auteur, on préfère celui-ci à l'autre, celui-ci, il a une certaine façon d'écrire, donc on apprécie davantage le style ou alors l'authenticité ou plutôt voilà. Et donc petit à petit les choses mûrissent et en fait on construit à ce moment-là donc une ligne dans la pratique, dans la réalité, une ligne éditoriale qui est là et c'est ce qui nous revient. C'est comme ça qu'on est identifié. Ici, vous avez 50 ou 60 éditeurs, tous des confrères qu'on connaît bien. Et en fait, il n'y a pas deux éditeurs qui se ressemblent. Mais oui, Chaque c'est ça qui est éditeur bien. ici a vraiment C'est une vraiment ligne ça éditoriale. qui est intéressant ici aux Voix Vives à 7. Vous y venez depuis le début alors aux Voix Vives? La première édition de 7, nous y étions en fait. Nos auteurs étaient invités. Oui. Et donc, en tant qu'éditeur, on a suivi. Nous étions avant à l'ODEV, qui était la même formule. Oui. On est créé à l'ODEV. Voilà, il y a eu une évolution géographique. Alors, au bout de 13 ans, quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore créer des maisons d'édition? On sait très bien que malgré qu'il y ait Internet, les gens aiment tenir les livres dans les mains aussi, parce que c'est ça. Est-ce que les éditeurs, parce que ça fait du mal Internet quand même aux éditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Oui et non. Oui et non, ça dépend quel est le profil de l'éditeur, quelle est la ligne choisie. Voilà. On a des amateurs qui aiment le livre papier, un bel objet. Et donc, du coup, il reste parfaitement un créneau pour ce type de livre et ce type d'écrit. Les livres de poésie sont des livres qu'on achète pour les lire, on les ouvre, on les pose. Et oui, voilà, et on les reprend. On les reprend. C'est pas des livres qu'on peut lire et puis donner à quelqu'un, on les garde ces livres-là. Enfin, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, oui. Mais en fait, en tout cas, c'est souvent des livres la parole qui est dans les livres vous habite, on est en discussion certainement beaucoup plus suivie et profonde que
un roman qui est plus vite lu. Alors ça dépend, hein, il n'y a pas de règle absolue. Mais voilà. En tout cas, c'est le choix qu'on a fait. Voilà. Le choix du livre papier. Oui, oui, tout à Alors, fait. nos livres, comme vous voyez, sont des livres particulièrement soignés. Ils sont tous cousus, vous voyez. Et lorsque on voit la manière dont c'est mis en page, alors nous avons une manière de mettre en page qui est issue vraiment de la tradition de la typographie, alors que ce n'est pas du tout de la typographie. Aujourd'hui, c'est fait avec des moyens informatiques. Hein. Et en fait, on appelle ça une édition hautière. D'accord. Alors là, c'est un peu d'histoire Oui, de la alors, typographie. oui, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est édition hautière? Eh bien, lorsqu'il y avait la typographie, vous savez, avec les caractères en plomb, en fait, chaque police de caractère avait ses propres proportions. Lorsque vous aviez un Garanon, lorsque vous aviez un Berkeley, en fait, ou un Times, la hauteur et la largeur étaient dans des proportions différentes. Et la seule lettre qui s'inscrivait dans un carré était le M majuscule à l'époque. Et donc le M majuscule servait d'étalon au livre. Et donc on coupait en trois le M, d'accord, et on appelait ça donc un tiers, et on faisait les espacements pour ne pas fatiguer l'œil. Et oui, parce du qu'en fait, lecteur, vous voyez, ça, c'est des techniques. Voilà. Et donc, on faisait comme ça, parce qu'évidemment, à l'époque, en plus, il n'y avait pas les lunettes comme aujourd'hui. Mais encore aujourd'hui, hein, ça fatigue plus ou moins. Et donc, nous, en fait, tous nos livres, aujourd'hui, on continue, mais avec des moyens informatiques, à les faire selon la tradition entière. Donc ce sont des ouvrages. Donc c'est bien de se servir des nouvelles technologies et puis en même temps garder la tradition. Et si on prend, alors tous nos livres sont faits comme ça. Oui. Et ce sont des livres particulièrement soignés. Alors pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Pour nous, l'idée c'est plutôt de dire voilà, c'est un lieu où on aime le livre. Nous faisons des livres, nous y mettons beaucoup de soins. Nos livres sont peut-être un tout petit peu plus chers que le prix qu'on trouve d'habitude pour ce même nombre de pages, etc. Par contre, on cultive cette idée qu'on a une sorte de bijouterie littéraire, si vous voulez, qui est réservée aux gens qui aiment vraiment l'objet, en plus du texte, donc qui aiment l'objet. Et au niveau des couvertures et des illustrations, alors, est-ce que c'est toujours les mêmes personnes? Vous travaillez comment pour... Alors, nous avons en fait quelqu'un, une équipe en interne, un designer. Et nous avons une charte graphique, comme vous le voyez là, suivant les collections, qui a été mise en place. Alors cette charte, elle a été fixée, par exemple, pour cette collection œuvres poétiques, elle a été calée à un moment donné. Ici, pour la collection de poésie, la même chose. Et en fait, pour chaque livre, on respecte donc cette charte et on essaye évidemment, alors là pour le coup, de faire vivre la collection, le corpus comme on dit. Pour nous c'est un corpus de livres, et ce corpus on essaye de le faire vivre de manière esthétique, de manière pratique. Par exemple, je vais vous donner ici le petit filet que vous avez ici, le petit filet qui est là, en fait il est technologiquement daté. C'est-à-dire que nous l'avons fait avec des techniques que ce filet-là n'aurait pas pu être fait dans les années 90. Donc lorsqu'à un moment donné on aurait la curiosité, la curiosité de s'interroger, ce genre de choses, eh bien en fait c'est à partir des années X qu'on aurait pu le faire, parce que cette chose-là sinon on ne pouvait pas la réaliser. Vous voyez un peu. Ça c'est l'amour du métier. Vraiment... On entre dans le livre et on le fait comme ça. J'ai demandé la profession à votre épouse, mais la vôtre alors? Alors, vous voyez, avec ce côté technique, je suis ingénieur de formation. Bon, d'accord. Ça aide quand même. Du coup, j'ai projeté mon côté ingénieur dans le livre. D'accord. Et il y a quelques amis d'ailleurs qui l'ont appris après coup. Que je suis de profession ingénieur, ils m'ont dit mais bien sûr quand on voit tes livres on voit qu'il y a bien. Et alors les auteurs, comment ça se passe? Alors on vous envoie les manuscrits, et puis après donc vous en recevez combien à peu près? Parce que vous avez vous éditez pas mal de livres, on l'a vu là par an. À peu près 25-30. C'est quand même livres beaucoup par an, quand même. Beaucoup.
Mais c'est finalement assez peu quand on sait qu'on reçoit 500 manuscrits Vous en recevez 500? à la poste, en gros. Ouh. Et voilà, en fait, et c'est d'autant, c'est pas tellement de livres que ça, puisque on est une maison d'édition d'auteurs. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait rentrer un certain nombre d'auteurs et dans la mesure du possible, on les garde, on les suit. Voilà. Ils sont L'idée avec vous, les œuvres ouais. poétiques, c'est de remonter tout l'œuvre, de donner à lire l'œuvre, voilà, et de faire entrer, de suivre l'auteur dans ses nouveautés. Ils nous apportent aussi l'envie. Oui, ils sont quand même heureux aussi d'avoir leurs éditeurs. C'est quand même. On espère. Hein c'est quand même important. On espère qu'ils sont heureux. Oui, Oui. oui, bah, s'ils sont encore avec vous, c'est que je pense que ça va. Vous en avez qui sont là depuis le début. Oui. Oui, ne serait-ce que pour celui que vous avez choisi le titre de votre maison d'édition. Donc, et alors, comment vous faites? Parce que recevoir 500 par an, faut les lire après quand même. Alors. En fait, d'abord, je voudrais dire qu'aujourd'hui, en fait, depuis déjà quelques années, on ne reçoit pas de manuscrits qui n'auraient rien à voir avec nous. C'est-à-dire, au début, il y avait un peu, on nous envoyait de tout. Oui. Mais assez rapidement, au bout de 2, 3 ans, 4 ans d'existence, en fait, les manuscrits sont tous pertinents. D'une certaine alors manière, comment les gens savent? je dis pertinents, parce qu'ils nous connaissent. Et en fait, ils voient ce qu'on a publié. Un auteur, vous savez, il écrit. Oui. Il envoie à celui avec c'est pas la peine, Voilà. je dis là, je sens que cet éditeur peut effectivement me lire, il a publié un tel. Et donc, je dois d'abord dire qu'effectivement, on ne reçoit pas de manuscrits qui n'auraient rien à voir avec nous. La deuxième chose, c'est qu'on reçoit par contre beaucoup de manuscrits, par exemple, en termes de romans, qui sont des romans. Et là, nous, le roman, on a une petite portion de roman, et le roman exige une distribution, une diffusion particulière. Ah oui. Voilà. Il faut être c'est pas uniquement le fait d'être éditeur, c'est que ça ne se diffuse pas de la même manière. Ici, nous sommes à 7, nous sommes là pour la poésie. On est en plein dedans, on connaît très bien la culture du lecteur de poésie. Pour le roman, c'est tout à fait obvious. Donc, on n'aura pas tendance à retenir des romans. D'accord, oui. Sauf quelques exceptions, parce que ce sont des auteurs qui ne veulent vraiment pas. Donc, il y a déjà une partie. Et ensuite, pour les autres auteurs, les autres poètes, après, c'est en fonction de la place, en fonction de... Voilà, il y a des choses intéressantes, mais il y a une ligne quand même éditoriale, ce que je vous disais tout à l'heure, et on a tendance, effectivement, alors nous, à la rue Mont-Libre, à essayer de restituer la richesse des expériences des poètes dans la langue française. Donc non pas de publier, on va dire, des auteurs qui auraient enfin des acquaintances ou une grande proximité les uns avec les autres, mais essayer plutôt de donner une grande amplitude de ce qui se fait autour de la langue française. Donc une poésie qui va jusqu'à la littérature, et des poètes qui s'approchent énormément de la littérature, puis des poètes qui s'approchent davantage de la voix, ou du regard, ou de la performance. Donc voilà, et ça donne une amplitude en fait très large. Alors, on essaye, nous, de refléter un peu cette richesse-là, en disant voilà, la langue française, et ça. Donc, on appelle ça dans notre jargon, Dominique vous disait tout à l'heure, les écritures créatives. On est convaincu qu'il y a une créativité, une forte créativité dans la langue française et qu'il faut la valoriser. Donc voilà, c'est l'amour de la langue française qu'on cherche à valoriser. Et alors là, je vous vois ici, mais vous faites des salons, je suppose, vous allez jusqu'où alors? Vous allez loin, vous êtes souvent parti de chez vous? Oui, je fais un peu toute la France, selon les salons, Rouen, Lille. Il y a Paris forcément, au salon de Paris, 2 fois, puisqu'il y a le marché de la poésie, place Saint-Sulpice au mois de juin. Il y a Grenoble, il y a Sète, il y a le Sud-Ouest, des fois certains tout petits salons aussi au fin fond des Hautes-Alpes, à la frontière italienne, des salons improbables, mais qui, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe et qui permet qu'on y soit invité.
Et votre réseau de distribution, parce que voilà, vous faites les salons, mais après, vous avez des librairies, vous avez un réseau, Oui. donc... Alors nous sommes distribués par Pollen, qui est un distributeur, hein, donc, qui est en relation avec l'ensemble des libraires, hein, donc en France. Et donc nous sommes distribués depuis très longtemps. Hein, donc, depuis le début, on avait pris vraiment un distributeur. Aujourd'hui, en gros, quand on fait un pointage des libraires qui commandent nos livres, il y a environ 670 libraires en France, donc répartis sur le plan national, qui commandent nos livres. Parfois c'est un livre, parfois c'est voilà. etc. Mais il y en a De toute façon, les libraires ne font pas de stock, hein, ils commandent quand les gens leur demandent un livre. Hein, il y a 670, on a 670 points de vente chez les libraires. Ensuite, nous avons une boutique en ligne, donc les lecteurs peuvent également acheter directement donc, sur notre site internet. Et puis donc la vente en direct, présence dans les salons. Dans les salles. Dominique. Et en fait, on a été aussi habité à Québec. Oui. Québec. Voilà, et donc on est acheté par les librairies, l'Université de Québec depuis le début. En fait. Donc c'est une belle réussite, hein, votre maison d'édition. Hein. Petite maison d'édition. Voilà, Bah oui, mais bon, voilà, vous êtes quand même fiers de vous aussi. Hein. Essaye de faire vivre ça. Bah oui, c'est chouette. Moi, ce qui m'a parlé, c'était la rumeur. Donc j'ai dit, tiens, on va propager la rumeur. Et donc je vais faire ça, voilà. J'ai quelques frères poètes que je ne rencontrerai jamais. Par exemple, Tranströmer, qui est un grand poète suédois. Je vous invite à lire ses livres de poèmes. Il a eu le prix Nobel. Et bien, je trouve des choses très, très puissantes. Alors, pourquoi aller pondre des pavés de 800 pages? C'est d'ailleurs peut-être la connerie que j'ai faite d'en pondre un trop gros. Bon, j'espère que... Mais... il est dense dans son écriture. Alors je ne lirai pas tout, mais c'est un fragment assez long, une partie. Lire pour vivre. Et lire m'a permis de vivre. Lire m'a sauvé. A donné quelques titres à la vie sauvage. Mais lire m'a éloigné des livres tels qu'on les entend trop souvent, tels qu'on les comprend, tels que la société les voudrait, si polissés, si conformistes, si programmés, si mythifiés, si mystifiants. Livres culturels pour que tourne la machine culturelle, fonctionnent les réseaux, qu'ils comblent de joie les attachés de presse, que frissonnent les agendas de tous ceux qui ont consenti à pareille farce. J'ai fui très tôt les livres de la production industrielle, la plupart ineptes à mes yeux de lecteurs lointains. Oui, j'ai cherché les livres sauvages, les livres qui ne faisaient qu'un avec la vie. C'est excessif, je le sais, mais cette intuition demeure si vivante en moi que je ne peux la passer sous silence. Ils ne sont pas nombreux, ces livres-là, et ils ne s'en sont jamais laissés compter. Mais avant les livres, j'ai lu, je crois, les paysages, tous les paysages de ma région natale, les parchemins des visages, les manuscrits du ciel, les traces des troupeaux, des bêtes et les signes que nous envoyait la grande histoire. J'ai lu aussi avec acuité les moindres événements, les battements d'un cœur, les rides plissées des eaux, les longs hivers, les étés torrides. J'ai entendu surtout la voix des ancêtres qui montaient dessous les tombes abandonnées et j'ai aimé la fraîcheur des chants de la nature. Plus tard, quand l'école a fait son travail, j'ai aimé l'odeur de l'encre, celle des vieilles pages de livres jaunis en sommeil dans la bibliothèque du fond de classe. Peu à peu, je n'ai plus pu me séparer des livres. Ils m'ont accompagné partout. Ils m'ont été indispensables comme peuvent l'être l'eau et le pain. Je me suis levé, endormi avec eux. Ils sont venus avec moi au bout du monde, dans des endroits perdus. Et nombre d'entre eux m'ont conduit à aller ici ou là, parce que certains de leurs auteurs y avaient vécu. J'ai surtout aimé les poèmes qui disent tant en peu de mots. Je n'ai jamais eu aucune passion pour les livres graisseux qui pleuvent en abondance, qui font tourner la planche habillée. Des poèmes ont calmé ma faim pour l'éternité. J'aime les artisans qui en permettent encore l'aventure, ces femmes et ces hommes qui ne se paient pas de mots, mais avec des mots donnent de l'espérance. Oui,
J'ai lu contre ce monde qui me convient de moins en moins, contre la lassitude de ce monde, son ton désabusé et péremptoire. J'ai lu contre la culture officielle et j'ai toujours aimé les poèmes de la rébellion et de l'espérance, ces 1000 vers qui n'ont jamais pactisé avec la force, le pouvoir, qui nous ont offert leur visage fragile, trébuchant, balbutiant. Ma meilleure institutrice fut ma grand-mère. C'est bête, hein, mais j'ai entendu un jour un prix Nobel qui devait avoir déjà bien 70 ans. Et il est allé à Stockholm dire que s'il écrivait, c'était grâce à sa maman. Tout est possible. Ben moi, c'est grâce à ma grand-mère. Ma grand-mère, veuve à 35 ans, a vécu jusqu'au bout de cueillette, autant dire dans la misère noire. Pourtant, dans mon enfance, la pure lumière enveloppait chacun de ses gestes. Elle fut une reine sans le savoir. Elle vivait dans un village perdu qui n'est perdu qu'aux yeux des hommes, pas à celui de la grâce au bord des bois. Son plus long voyage la menant chaque jour à l'église, à 100 mètres à peine de chez elle. J'avais toujours le sentiment qu'elle s'en allait pour ne plus jamais revenir, le Dieu auquel elle croyait follement, la retenant près de lui. Et moi, j'attendais dans la chambre du silence où je me saoulais de lecture, contemplant aussi les cartes jaunies du plafond. J'inventais là mes voyages futurs. J'aimais ce rien qui était l'immense, mais je ne le savais pas. J'étais recouvert d'ignorance. Il est beau et bon parfois de se sentir très bête. Dans la solitude de ce village, j'ai entamé mon tour du monde. Pour cela, il me suffisait de m'asseoir sur l'escalier de granit qui montait jusqu'au seuil de notre maison. Le lointain commence là où on le voit. Une très grande dame a marché solitaire dans un village du bout du monde. Être écrivain pour dire cela, ce serait déjà un miracle. J'ai rêvé enfant de devenir cet écrivain-là. Quand la mort est venue la prendre, elle ne nous a rien dit. J'ai vu une dernière fois son beau visage dans le sombre d'une chambre où des proches étaient au garde à vous. Une lumière d'or nous illuminait tous, et ses deux mains croisées sur la poitrine nous désignaient tout simplement l'immense. Elle avait porté le monde dans ses deux pas. Comme tellement de femmes, n'est-ce pas, aussi, qui ont porté et qui continuent à porter le monde. Oui. Alors madame, qu'est-ce qui est important pour vous de faire dédicacer votre livre à l'auteur? Alors en l'occurrence, je le fais dédicacer pour une amie parce qu'elle savait que j'allais voir Joël Vernet. J'ai assisté, pas aujourd'hui mais l'autre jour. Et elle m'a demandé, ça me ferait plaisir d'avoir une dédicace. Moi je suis pas folle des dédicaces, mais parce que quand on se connaît pas, c'est quand même un peu artificiel, mais bon, voilà, elle en a envie, elle en a envie. J'aime beaucoup ce que Joël Vernet a écrit. J'ai mis aussi mon adresse mail au crayon papier. Donc voilà. Très bien, merci. Et vous Joël, le fait de faire des dédicaces, qu'est-ce que ça représente pour vous alors quand on vous demande une dédicace? Si vous voulez, la dédicace peut être un mécanisme, enfin quelque chose de mécanique, mais si on a le temps, on peut rencontrer une personne, lui demander qui il est, qui est-elle, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Si vous voulez, les gens, vous pourriez passer des longs quarts d'heure avec les personnes. Ça n'est pas possible parce que malheureusement, mais il y a toujours quelque chose. Il y a quelque chose qui se crée entre l'auteur et le lecteur, Voilà. en fait. Sauf si c'était des dédicaces, si vous voulez, à la chaîne, mais c'est pas le cas pour nos livres. Il n'y a pas beaucoup de lecteurs, donc c'est tranquille, c'est paisible. Donc j'essaie de faire aussi chaque fois une dédicace différente. Que ce ne soit pas une dédicace automatique. Pas toutes les mêmes, quoi, en fait. D'accord. J'ai entendu dire, Joël, que vous appelez Joël, merci
à mon éditeur parce que vous aviez écrit un livre de je ne sais plus combien de pages exactement et que c'est rare. 528 pages, publié 528 pages. Oui. Il faut être à la fois extrêmement clairvoyant et un peu fou aussi. Hein. Donc, vive les éditeurs clairvoyants et un peu fous, audacieux, je dirais, Voilà. qui publient de la littérature qui n'a pas forcément une immense notoriété. Donc, c'est bravo, c'est le rôle des vrais éditeurs.